Imaginez le silence d'une petite église de campagne, un silence si lourd qu'il semble pouvoir briser les vitraux. Un vieil homme se tient devant un cercueil ouvert, son visage creusé par une peine que les mots ne peuvent décrire. Il croit que sa vie s'achève avec celle de sa petite fille, mais dans un dernier geste d'adieu, il va découvrir un secret qui sommeillait dans l'ombre, un secret qui va le forcer à affronter un passé qu'il ignorait totalement. Accrochez-vous, car cette histoire vous montrera que même dans les ténèbres les plus profondes, une lueur inattendue peut tout changer. Jean-Pierre vivait une retraite paisible à Sainte-Colombe-sur-Saône, un petit village de Bourgogne où tout le monde se connaît. À 75 ans, il avait déjà enterré sa femme, Sophie, emportée par une crise cardiaque 10 ans plus tôt. Puis, ce fut le tour de son fils unique, Antoine, fauché dans un accident de la route. Il ne lui restait que Camille, sa petite fille de 16 ans. La mère de Camille, Sylvie, une femme que Jean-Pierre n'avait jamais appréciée, avait sombré dans l'alcool après la mort d'Antoine et coupé les ponts. Camille était donc son unique rayon de soleil, sa seule famille. Mais, 3 jours plus tôt, le cœur fragile de l'adolescente avait cessé de battre subitement au bord de la rivière. Pour Jean-Pierre, cette perte était la dernière, celle de trop. Il était seul, persuadé que son chemin sur cette terre touchait à sa fin. L'air de la petite église de Sainte-Colombe était glacial, imprégné de l'odeur de l'encens et de la cire froide des bougies. Jean-Pierre se tenait debout, le dos voûté, les mains tremblantes posées sur le bois du banc. Devant lui, dans le cercueil ouvert, reposait Camille. Elle semblait dormir, paisible, dans sa robe blanche préférée, une robe qu'il lui avait offerte pour son 16e anniversaire. Le curé parlait, sa voix monotone résonnait sous la voûte en pierre, mais Jean-Pierre n'entendait rien. Son monde s'était réduit à ce visage d'ange, à cette immobilité tragique. Chaque respiration était une torture, un rappel brutal que la sienne continuait, alors que celle de Camille s'était arrêtée pour toujours. Autour de lui, les murmures de compassion des voisins n'étaient qu'un bruit de fond, une interférence dans le dialogue silencieux qu'il menait avec sa petite fille. Il avait tout perdu, sa femme, son fils. Et maintenant, son dernier trésor, la solitude l'enveloppait comme un linceul. La cérémonie touchait à sa fin. Les porteurs s'approchèrent, prêts à refermer le cercueil. Une panique glaciale saisit Jean-Pierre. Non, pas encore. Il avait besoin d'une seconde de plus, d'un dernier contact. D'un geste, il arrêta les hommes. Ils échangèrent un regard compréhensif et reculèrent respectueusement. Jean-Pierre s'avança, ses vieilles jambes flageolantes. Il se pencha sur Camille, le cœur battant à tout rompre contre ses côtes. Il voulait juste lisser un pli sur le corsage de la robe blanche, un dernier geste de tendresse paternelle. Ses doigts, rêches et noueux, effleurèrent le tissu délicat. C'est alors qu'il sentit quelque chose, une petite bosse rigide, anormale, cachée dans une couture intérieure, près du cœur. Ce n'était pas un bouton, ni une broche, c'était autre chose, quelque chose qui ne devrait pas être là. Son souffle se coupa net, une sueur froide perla sur son front. Qu'est-ce que cela pouvait bien être? Le monde autour de lui sembla s'effacer. Le temps se figea. Poussé par une impulsion irrépressible, ses doigts tremblants glissèrent sous le pli du tissu. Le contact du papier, fin et usé, lui fit l'effet d'une décharge électrique. Avec une précaution infinie, il extirpa un minuscule morceau de papier plié en 4. Il le dissimula dans la paume de sa main, le cœur tambourinant dans sa poitrine. Il fit un signe de tête au porteur. Le lourd couvercle se referma dans un bruit sourd, scellant à jamais le visage de Camille et le début d'un mystère insondable. Jean-Pierre recula, la main crispée sur son secret. Pendant que le cercueil était emporté vers le cimetière du village, il resta immobile, le regard perdu. Personne ne remarqua son trouble, tous l'attribuant à la douleur du deuil. Mais à l'intérieur, un ouragan de questions venait de se déchaîner. Il ne s'agissait plus seulement de chagrin, mais d'une confusion terrifiante. Plus tard dans la soirée, la maison était vide et silencieuse. Les voisins étaient partis après avoir partagé une collation funèbre, laissant derrière eux une odeur de café froid et des assiettes vides. Jean-Pierre s'assit dans son vieux fauteuil en cuir, celui où Camille aimait se blottir pour lire.
La douleur était une présence physique, une chape de plomb sur ses épaules. Il sortit enfin le petit papier de sa poche. Ses mains tremblaient tellement qu'il eut du mal à le déplier. C'était une vieille photo, pas plus grande qu'un timbre-poste, aux couleurs passées. Elle représentait une petite fille blonde d'une dizaine d'années, avec un sourire malicieux et des yeux d'un bleu éclatant. Des yeux qu'il ne connaissait pas. Ce n'était pas Camille. Qui était cet enfant? Et pourquoi sa photo était-elle cachée dans la robe de sa petite fille, comme un secret ultime? Le mystère s'épaississait, rendant son deuil encore plus complexe et douloureux. Cette nuit-là, le sommeil ne vint pas. Jean-Pierre tourna et retourna dans son lit, la photo posée sur sa table de chevet. Chaque fois qu'il fermait les yeux, le visage de l'inconnu se superposait à celui de Camille. Vers l'aube, épuisé, il sombra dans un sommeil agité, peuplé de cauchemars. Il rêva de son fils, Antoine. Il ne le voyait pas clairement, c'était juste une silhouette dans un brouillard épais, au bord d'une route sombre. Antoine ne parlait pas, mais une voix semblait émaner de lui, un murmure porté par le vent. « Ce n'est pas elle, papa. Trouve-la. Termine ce que j'ai commencé. » La voix était pleine de regret et d'urgence. Jean-Pierre se réveilla en sursaut, le corps en sueur, le cœur battant la chamade. Le rêve était si vif, si réel. Il regarda la photo. « Trouve-la. » Le message était absurde, insensé, mais il résonnait en lui avec une force terrifiante. Son chagrin se mêlait désormais à un sentiment nouveau, une mission, un devoir incompréhensible. Le lendemain matin, une décision folle avait germé dans son esprit. Il devait comprendre, cet avertissement de son fils en rêve, cette photo étrange, tout cela ne pouvait être une simple coïncidence. La seule personne qui pouvait avoir une réponse aussi désagréable que cela soit était Sylvie, la mère de Camille. Il ne l'avait pas vue depuis l'enterrement d'Antoine, 9 ans plus tôt. Il savait seulement qu'elle vivait à Lyon, dans l'appartement qu'Antoine avait acheté pour eux. Avec une détermination qu'il ne se connaissait plus, il enfila son meilleur manteau, celui des dimanches, et se dirigea vers la petite gare du village. Le trajet en TER jusqu'à Lyon lui parut une éternité. Chaque cliquetis des roues sur les rails était comme un compte à rebours, le rapprochant d'une vérité qu'il redoutait plus que tout. Il regardait le paysage bourguignon défiler, les vignes et les collines verdoyantes, sans vraiment les voir, l'esprit entièrement tourné vers la confrontation à venir. Il trouva l'adresse sans peine, un immeuble moderne dans une banlieue de Lyon qui avait dû être chic autrefois, mais dont la façade était maintenant grise et défraîchie. L'appartement était au 3e étage. Il sonna une première fois, pas de réponse, une deuxième fois, plus longuement. Il entendit des bruits de pas traînants, puis le cliquetis d'une chaîne de sécurité. La porte s'entr'ouvrit sur une femme qu'il faillit ne pas reconnaître. Le visage de Sylvie était bouffi, sa peau cireuse, ses yeux vides perdus dans des poches sombres. Une odeur aigre de vin bon marché et de tabac froid s'échappa de l'appartement. Ses cheveux, autrefois blonds et soignés, étaient ternes et emmêlés. Elle le dévisagea sans le reconnaître. « Qu'est-ce que vous voulez ?» Sa voix était rauque, pâteuse. Le choc fut si violent que Jean-Pierre perdit un instant ses mots. La femme, autrefois élégante et pleine d'assurance, avait disparu, remplacée par cette épave. « Sylvie, c'est moi Jean-Pierre, le père d'Antoine. » Il dut forcer sa voix à sortir. Un éclair de reconnaissance mêlé d'agacement traversa le regard vide de Sylvie. « Ah, c'est toi, le vieux. Qu'est-ce que tu viens faire ici ?» Elle ne l'invita pas à entrer. Jean-Pierre sentit la colère monter, une colère froide et déterminée. « Je dois te parler. C'est à propos de Camille. » À la mention du nom de sa fille, son visage ne montra aucune émotion. « Elle est morte, je sais. J'ai reçu le télégramme. Pas la peine de venir me faire la morale. » Jean-Pierre la poussa doucement pour entrer, ne lui laissant pas le choix. L'intérieur de l'appartement était un chaos. Des bouteilles vides, des cendriers pleins, des vêtements en tas. « Tu n'es même pas venue à son enterrement, Sylvie, l'enterrement de ta propre fille. » Le mépris dans sa voix était palpable. Il ne pouvait pas comprendre une telle indifférence, une telle déchéance. Sylvie laissa échapper un rire sec, un son désagréable qui glaça le sang de Jean-Pierre. « Ma fille, laisse-moi rire. Camille n'était pas ma fille. »
Les mots tombèrent comme des pierres dans le silence pesant de l'appartement. Jean-Pierre la fixa, incrédule. « Qu'est-ce que tu racontes? Tu es folle. » Il sentit le sol se dérober sous ses pieds. « Pas du tout, mon cher beau-père. Ton fils chéri, Antoine, ne pouvait pas avoir d'enfant, un petit secret qu'il gardait bien pour lui. Mais il voulait une famille parfaite. Alors on a adopté. Camille venait d'un foyer. Elle avait à peine 1 an. On n'a jamais rien dit à personne, même pas à elle. » Chaque mot était un coup de poignard. Jean-Pierre s'adossa au mur, le souffle coupé. Camille, sa Camille, n'était pas sa petite fille. Le monde qu'il connaissait venait de s'effondrer. Tout ce qui lui restait de son fils, de sa lignée, n'était qu'un mensonge. Il sortit la petite photo de sa poche et la lui tendit d'une main tremblante. « Alors, qui est cette fille? J'ai trouvé ça sur Camille. » Sylvie plissa les yeux pour regarder l'image. Un sourire mauvais étira ses lèvres. « Ah, ça, c'est l'autre. La vraie ?» Jean-Pierre sentit son cœur s'arrêter. « La vraie ?» murmura-t-il. « Oui, la fille biologique d'Antoine. Il avait une petite amie avant moi, au lycée, une certaine Amélie Dubois. Il l'a quittée pour moi, le pauvre idiot. Des années plus tard, juste avant son accident, il a appris qu'Amélie avait eu une fille de lui. Il était comme un fou. Il a trouvé son adresse. Il voulait la rencontrer. Il est mort sur la route en allant la voir. » Elle prononça ces mots avec un détachement cruel, comme si elle parlait de la météo. Pour Jean-Pierre, c'était la révélation la plus dévastatrice de sa vie. Son fils n'était pas seulement mort dans un accident. Il était mort en allant retrouver son enfant, un enfant dont il ignorait l'existence. La haine submergea la douleur. « C'est de ta faute, » cracha Jean-Pierre, sa voix brisée par l'émotion. « S'il ne t'avait pas rencontré… » Sylvie haussa les épaules, insensible. « Il était faible, il n'a pas su gérer ses affaires, il m'a laissée pleine de dettes. C'est ça qui m'a détruite. Alors maintenant, si tu as fini ton interrogatoire, tu peux foutre le camp. J'ai besoin d'un verre. » Elle se dirigea vers la cuisine, le laissant seul au milieu du salon, seul avec les ruines de sa famille. Jean-Pierre sortit de l'appartement comme un automate. Dans la cage d'escalier, ses jambes cédèrent. Il s'assit sur une marche, la tête entre les mains, essayant d'assimiler l'horreur de ce qu'il venait d'apprendre. Il avait une autre petite fille, une vraie petite fille de son sang, quelque part, vivante, et il devait la trouver. C'était la dernière volonté de son fils, c'était sa dernière raison de vivre. Comment retrouver une personne dont il ne connaissait que le nom de la mère, Amélie Dubois, et un vague souvenir d'adolescence? Jean-Pierre était un ancien gendarme, mais il était à la retraite depuis plus de 15 ans. Ses contacts étaient partis, les méthodes avaient changé. Il se sentait vieux, dépassé, impuissant. Pourtant, l'image de son fils dans son rêve et la promesse silencieuse qu'il s'était faite le poussaient à agir. Une idée lui vint, le fils de son ancien coéquipier, Étienne Fournier, le petit Laurent. Il devait avoir son âge maintenant, et il avait entendu dire qu'il était entré dans la gendarmerie, ici, à Lyon. C'était un espoir infime, une bouteille à la mer, mais c'était tout ce qu'il avait. Il demanda son chemin jusqu'à la gendarmerie la plus proche, marchant lentement, chaque pas pesant 1 tonne. L'espoir et le désespoir se livraient une bataille acharnée dans son cœur. Le hall d'accueil de la gendarmerie était moderne, impersonnel et sentait le produit d'entretien. Derrière une vitre en plexiglas, un jeune gendarme, absorbé par son téléphone, leva à peine les yeux vers lui. « C'est pourquoi ?» demanda-t-il d'un ton las. Jean-Pierre s'éclaircit la voix. « Bonjour, je cherche le gendarme Laurent Fournier. Son père était Étienne Fournier. On a travaillé ensemble il y a des années. » Le jeune homme soupira, visiblement agacé d'être dérangé. « Vous savez combien il y a de casernes à Lyon? Et puis c'est le week-end, il n'y a personne. Revenez lundi. » Il reporta son attention sur son écran, signifiant que la conversation était terminée. Le ton méprisant, le manque total d'empathie, tout cela frappa Jean-Pierre de plein fouet. Il se sentit comme un fantôme d'un autre temps, un vieillard inutile face à un monde qui ne voulait plus de lui. « S'il vous plaît, jeune homme, c'est très important. C'est une affaire de famille, une urgence. » La voix de Jean-Pierre était suppliante. Le gendarme leva les yeux au ciel. « Écoutez, papy,
J'ai pas que ça à faire. Des urgences, on en a toute la journée. Revenez demain. Allez, circulez. » Le mot « papy » fut la goutte d'eau. L'humiliation, ajoutée au choc des révélations de Sylvie et à la fatigue du voyage, créa un cocktail fatal. Jean-Pierre sentit une douleur fulgurante lui enserrer la poitrine. L'air lui manqua, des points noirs dansèrent devant ses yeux. Il bredouilla quelques mots inintelligibles et tituba vers la sortie. Il n'eut que la force de pousser la porte vitrée avant de s'effondrer sur les marches devant la gendarmerie. Le monde devint noir, silencieux. Sa quête venait de s'achever avant même d'avoir commencé. Il se réveilla au son régulier d'un bip. Une lumière blanche et crue l'aveuglait. Il était dans un lit d'hôpital, une perfusion piquée dans le dos de sa main. Une infirmière au visage doux ajustait sa couverture. « Ah, vous êtes réveillé, vous nous avez fait une belle frayeur, le docteur va venir vous voir. » Sa tête était lourde, sa poitrine douloureuse. Il était vivant. Il se souvint de tout. Sylvie, la photo, le jeune gendarme, la chute. Un médecin à cheveux gris entra peu après. « Jean-Pierre, n'est-ce pas? Je suis le docteur Michel. Vous avez fait un malaise cardiaque. Heureusement, le gendarme qui vous a trouvé a eu les bons réflexes et a appelé le SAMU immédiatement. Vous avez eu beaucoup de chance. » Jean-Pierre le regarda, abasourdi. Le jeune homme qu'il avait traité avec tant de mépris lui avait sauvé la vie. La vie était décidément pleine d'ironie. « Le gendarme !» murmura Jean-Pierre, sa voix encore faible. « Je dois lui parler. » Le docteur secoua la tête. « Du calme, Jean-Pierre. Vous avez besoin de repos absolu. Aucune émotion forte. On doit stabiliser votre cœur. » Mais Jean-Pierre insista, avec toute la force que son corps épuisé pouvait rassembler. « S'il vous plaît, c'est la chose la plus importante au monde. Trouvez-le pour moi. » Il y avait une telle détresse dans son regard que le médecin, après un instant d'hésitation, finit par céder. « D'accord, d'accord. Je verrai ce que je peux faire. Mais vous me promettez de rester tranquille. » Jean-Pierre hocha la tête, soulagé. Il ferma les yeux, rassemblant ses forces. Il n'allait pas abandonner. Pas maintenant. Cette seconde chance, il la devait à son fils. Il la devait à cette petite fille inconnue. La mort pouvait bien attendre encore un peu. Le lendemain, on frappa doucement à la porte de sa chambre. Un homme grand et athlétique en uniforme entra. Il avait une trentaine d'années, un regard franc et un air contrit. « Monsieur, je suis le major Laurent Fournier. C'est moi qui ai appelé les secours hier. » Le cœur de Jean-Pierre fit un bond. C'était lui, le fils d'Étienne. « Laurent, petit !» souffla Jean-Pierre, une larme roulant sur sa joue. Laurent s'approcha du lit. « Je suis terriblement désolé pour l'accueil que vous avez reçu. Le jeune à l'accueil est nouveau, mais ce n'est pas une excuse. Quand j'ai vu votre nom sur vos papiers, j'ai tout de suite compris. Mon père me parlait tout le temps de vous. Il disait que vous étiez le meilleur coéquipier qu'il ait jamais eu. » L'émotion submergea Jean-Pierre. Il n'était plus seul. Il avait enfin trouvé un allié. La Providence, ou peut-être son vieil ami Étienne depuis le ciel, venait de lui tendre la main. Avec une énergie nouvelle, Jean-Pierre raconta toute son histoire à Laurent, le deuil de Camille, la photo, la confrontation avec Sylvie, le rêve. Laurent l'écouta attentivement, sans l'interrompre, son visage passant de la surprise à la compassion, puis à la détermination. Quand Jean-Pierre eut fini, le jeune gendarme posa une main rassurante sur son bras. « Ne vous inquiétez plus de rien, Jean-Pierre. Reposez-vous. Je vais m'occuper de ça personnellement. Je vais retrouver Amélie Dubois et sa fille. Je vous le dois. Je le dois à mon père. » Pour la première fois depuis des jours, Jean-Pierre sentit un poids immense quitter ses épaules. Il n'était plus un vieil homme seul et désespéré. Il avait transmis le flambeau. L'espoir, fragile mais tenace, renaissait en lui. Il s'endormit peu après, d'un sommeil profond et enfin réparateur. 2 jours plus tard, Laurent revint. Son visage était grave. Jean-Pierre sentit son estomac se nouer. « J'ai des nouvelles, » commença Laurent, choisissant ses mots avec soin. « J'ai retrouvé la trace d'Amélie Dubois. Malheureusement, elle est décédée il y a 5 ans, une maladie foudroyante. » La nouvelle frappa Jean-Pierre même s'il s'y était préparé. Encore une vie brisée. Il pensa à cette femme qu'il n'avait jamais connue, qui avait aimé son fils et lui avait donné un enfant.
Il sentit une profonde tristesse pour elle. « Et la fille ?» demanda-t-il d'une voix étranglée, redoutant le pire. Laurent prit une profonde inspiration. « Elle est vivante, Jean-Pierre. Elle s'appelle Margot. Après la mort de sa mère, comme elle n'avait pas d'autre famille connue, elle a été placée dans un foyer de l'enfance, ici, à Lyon. Elle a 17 ans. Vivante. Sa petite fille était vivante. » Le mot résonnait dans sa tête comme le plus beau des carillons. Laurent continua, son ton se faisant plus prudent. « Ce ne sera pas simple, Jean-Pierre. D'après son dossier, Margot est une adolescente difficile. Elle a fait plusieurs fugues. Elle est en colère contre le monde entier. Le dernier foyer l'a décrite comme étant très refermée sur elle-même. La mort de sa mère l'a traumatisée. » Jean-Pierre écouta, son cœur se serrant pour cet enfant qui avait grandi seul, sans père puis sans mère. Une vie de blessures et d'abandon. « Je veux la voir, » dit-il simplement. Sa résolution était inébranlable. « Dès que je sors d'ici, je veux aller la voir. » Laurent hocha la tête, un sourire compréhensif aux lèvres. « Je m'en doutais. J'ai déjà pris contact avec la directrice du foyer. Elle est prévenue. Elle vous attend. » L'hôpital, qui lui avait semblé un refuge, était devenu une prison. Il n'avait plus qu'une hâte, sortir et rencontrer enfin Margot, sa petite fille. Contre l'avis des médecins, Jean-Pierre obtint sa sortie de l'hôpital 2 jours plus tard. Laurent vint le chercher et le conduisit directement au foyer de l'enfance. C'était un bâtiment moderne et austère, entouré d'une haute clôture. Tout ici criait l'institution, le manque de chaleur. La directrice, une femme à l'air compétent mais fatiguée, les reçut dans son bureau. Margot a été prévenue qu'un membre de sa famille éloignée souhaitait la voir. Elle a accepté, mais je préfère vous prévenir. Elle est sur la défensive. Ne vous attendez pas à des miracles. Jean-Pierre acquiesça, la gorge sèche. Puis la directrice ouvrit la porte et appela « Margot, tu peux venir s'il te plaît ?» Une adolescente entra dans la pièce. Elle était mince, portait un jean usé et un sweat à capuche trop grand. Ses cheveux bruns étaient découpés courts, de manière un peu anarchique. Elle gardait les yeux baissés. Elle leva enfin la tête, et le monde de Jean-Pierre bascula une seconde fois. L'adolescente avait le regard de son fils, les mêmes yeux bleus, intenses, profonds, avec cette même lueur de défi et de mélancolie. C'était Antoine, réincarné dans ce petit bout de femme fragile et rebelle. Le souffle lui manqua. Il n'avait plus besoin de preuves, de tests ADN, de papier. Il le savait, il le sentait dans chaque fibre de son être. C'était elle, la fille de son fils, sa petite fille. La jeune fille, mal à l'aise, le dévisagea avec méfiance. « C'est vous ?» Sa voix était basse, presque un murmure. Jean-Pierre ne put que hocher la tête, les larmes brouillant sa vue. Il fit un pas vers elle, lentement, comme on approche un oiseau effarouché. Il ne savait pas quoi dire, comment combler 17 ans de silence et d'absence. Alors, il sortit simplement de sa poche une photo de son portefeuille. Une vieille photo d'Antoine, jeune homme, souriant à l'objectif. Il tendit la photo à Margot. Elle la prit avec hésitation. Ses yeux firent l'aller-retour entre le visage sur la photo et celui de Jean-Pierre. Un long silence s'installa. « Il me ressemble », finit-elle par dire, plus pour elle-même que pour lui. C'était la première fissure dans son armure. « C'était ton père, » dit doucement Jean-Pierre, « et je suis ton grand-père. » Ces mots, qu'il avait tant rêvé de prononcer, sonnaient étranges et merveilleux à ses propres oreilles. Il lui raconta tout, la séparation avec Amélie, l'ignorance d'Antoine, son désir désespéré de la retrouver, l'accident. Il ne cacha rien, ni la douleur, ni les erreurs du passé. Margot l'écouta sans rien dire, son visage impénétrable. Quand il eut fini, elle ne pleura pas, ne cria pas. Elle se contenta de lui rendre la photo et de dire « J'ai besoin de réfléchir ». Puis elle sortit du bureau, le laissant avec la directrice et un espoir immense et terrifiant. Les semaines qui suivirent furent une lente et patiente construction. Jean-Pierre, installé dans un petit hôtel près du foyer, venait voir Margot tous les jours. Parfois, il ne faisait que s'asseoir en silence sur un banc dans la cour. D'autres fois, il lui parlait de son fils, de l'homme qu'il était, de ses passions, de ses rêves. Il ne lui demandait rien, ne la pressait pas. Il était juste là,
une présence constante et rassurante. Lentement, très lentement, Margot commença à s'ouvrir. Elle lui posa des questions sur ce père qu'elle n'avait jamais connu. Elle lui parla de sa mère, de sa solitude, de sa colère. Jean-Pierre écoutait, pansant les plaies de l'adolescente avec sa patience de vieil homme qui n'a plus rien à perdre et tout à donner. Il découvrit une jeune fille intelligente, sensible, brisée par la vie, mais dotée d'une force de caractère incroyable. Il l'aimait déjà d'un amour inconditionnel. Le jour des 18 ans de Margot arriva. Elle était désormais majeure, libre de quitter le foyer. La veille, Jean-Pierre lui avait fait une proposition simple, le cœur battant. « Ma maison est grande, en Bourgogne. Il y a une chambre qui t'attend, si tu le veux. » Elle n'avait pas répondu tout de suite. Le lendemain matin, alors qu'il attendait nerveusement devant le foyer, elle sortit, un simple sac de sport à l'épaule. Elle s'approcha de lui et, pour la première fois, un vrai sourire illumina son visage. Un sourire qui ressemblait tellement à celui d'Antoine. « Alors, on y va, grand-père » Ce mot, grand-père, prononcé pour la première fois, fut pour Jean-Pierre la plus douce des musiques. Le retour à Sainte-Colombe-sur-Saône fut un nouveau départ pour eux deux. Deux âmes solitaires qui allaient réapprendre à vivre ensemble. La vie reprit son cours, mais elle était différente. La vieille maison de Jean-Pierre résonnait à nouveau de jeunesse et de rire. Margot, après une période d'adaptation, s'épanouit. Elle s'inscrivit au lycée du village pour terminer ses études, se fit des amis. La campagne, d'abord perçue comme un exil ennuyeux, devint son havre de paix. Elle aida Jean-Pierre au jardin, apprit à cuisiner ses vieilles recettes et surtout, elle écouta ses histoires. Elle découvrait sa propre histoire à travers les souvenirs de son grand-père. Jean-Pierre, lui, avait rajeuni de 10 ans. Il avait un but, une raison de se lever chaque matin. Il veillait sur Margot, la protégeait, la guidait, réparant comme il le pouvait les erreurs du passé. Il n'avait pas seulement trouvé sa petite fille, il avait retrouvé une famille. Il pensait souvent à Camille avec une tendresse infinie. Dans son cœur, il avait désormais 2 petites filles. Un dimanche matin pluvieux, plusieurs mois plus tard, Margot descendit dans la cuisine, un bouquet de fleurs sauvages à la main. Jean-Pierre lisait son journal en buvant son café au lait. « C'est pour qui ces jolies fleurs ?» demanda-t-il. Margot le regarda avec une douceur nouvelle dans les yeux. « C'est pour papa. J'aimerais qu'on aille le voir. » Jean-Pierre sentit une vague d'émotion le submerger. C'était la première fois que Margot l'appelait « papa ». C'était l'acceptation finale, la boucle qui se bouclait. « Bien sûr, ma chérie, bien sûr qu'on y va. On ira saluer Camille aussi. » Ils prirent la voiture jusqu'au petit cimetière du village. La pluie fine tombait sur les tombes de pierre, leur donnant un éclat sombre. Ils s'arrêtèrent devant la stèle où reposaient Antoine et Camille, côte à côte. Jean-Pierre avait fait ajouter le nom de la jeune fille qu'il avait élevée et aimée comme son propre sang à côté de celui de son fils. Margot s'accroupit et déposa délicatement les fleurs au pied de la pierre tombale. Elle traça du doigt le nom gravé, Antoine. « Bonjour papa, murmura-t-elle. Je suis désolée d'avoir mis si longtemps à venir, mais je suis là, maintenant, et je vais bien. Grand-père s'occupe de moi. » Ces mots étaient simples, mais chargés d'une vie entière de non-dits. Jean-Pierre posa sa main sur son épaule, les larmes coulant silencieusement sur ses joues ridées. Il leva les yeux vers le ciel gris. Il sentit une présence, une connexion invisible mais puissante avec son fils. C'était comme si Antoine était là, avec eux, apaisé de savoir sa fille enfin en sécurité, aimée. Il lui sembla entendre à nouveau le murmure de son rêve. « Merci papa, je suis fier de toi. » C'était une absolution, une paix qu'il n'espérait plus jamais connaître. Alors qu'ils restaient là, immobiles, un miracle discret se produisit. La pluie cessa. Une trouée se forma dans les nuages gris, laissant passer un rayon de soleil qui vint illuminer la tombe et leur visage. C'était comme une réponse, un signe. Un sourire tremblant se dessina sur les lèvres de Margot. Elle se tourna vers Jean-Pierre et se blottit contre lui, posant sa tête sur son épaule. « On rentre à la maison, grand-père » demanda-t-elle doucement. Jean-Pierre la serra fort contre lui. « Oui, ma chérie, on rentre à la maison. » En quittant le cimetière, main dans la main, ils ne regardèrent pas en arrière, le passé était enfin à sa place.
Devant eux, sous le soleil revenu, s'étendait la promesse d'un avenir à construire ensemble. La vie, malgré ses tragédies, leur offrait un nouveau chapitre, et ils étaient prêts à l'écrire. Quelques années plus tard, la maison de Jean-Pierre était pleine de vie. Margot, devenue une jeune femme brillante, poursuivait des études de médecine à Dijon, mais elle revenait chaque week-end, chaque vacances, dans ce petit coin de Bourgogne qui était devenu son véritable foyer. Elle n'avait pas seulement trouvé un grand-père, mais des racines, une identité. Jean-Pierre, malgré son grand âge, semblait indestructible. L'amour de Margot était son élixir de jouvence. Il continuait de jardiner, de raconter ses histoires, de veiller sur elle avec une tendresse infinie. Le souvenir de Camille était toujours présent, non plus comme une blessure béante, mais comme une étoile douce et lointaine qui veillait sur eux. Il avait appris que le cœur était assez grand pour contenir plusieurs amours, plusieurs deuils et une quantité infinie d'espoir. La photo de la petite fille inconnue était désormais dans un cadre sur la cheminée à côté de celle d'Antoine et de Camille. Ainsi, l'histoire de Jean-Pierre, qui avait commencé par la fin de tout, s'est transformée en un nouveau commencement. Le geste anodin de lisser une robe a déclenché une cascade d'événements qui a déterré des secrets enfouis et réuni une famille brisée par le destin. Il a découvert que même lorsque l'on pense que tout est fini, la vie peut encore nous surprendre, nous offrir une dernière mission, une dernière chance de donner et de recevoir de l'amour. Il a trouvé la paix, non pas en oubliant le passé, mais en l'embrassant dans toute sa complexité, douloureuse et magnifique. Merci d'avoir écouté cette histoire jusqu'au bout. Si elle vous a touché, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines et à partager vos réflexions dans les commentaires. Pensez-vous qu'un secret puisse parfois être un cadeau déguisé ?